Le diable se cache dans les détails. Encore faut-il avoir conscience des détails. Le 3 avril 2019, Internet s'enflamme. Un film énigmatique est sur le point d'éclore, et le monde vient d'en découvrir les premières images. Alors que l'enthousiasme commence seulement à apparaître, personne ne s'attend au raz-de-marée médiatique qu'il suscitera. Puis, en octobre de la même année, en projetant le public dans l'esprit de l'ennemi juré de Batman, l'œuvre de Todd Phillips achèvera de satisfaire sa soif pour les personnages de l'ombre. Assistant à la transformation d'Arthur Fleck en un véritable agent du chaos, les spectateurs seront pour la première fois témoins du destin tragique de l'un des méchants les plus charismatiques du cinéma, le Joker. Et si le Joker était une idée ? Comme un germe pouvant naître dans l'esprit de chacun d'entre nous. Vous savez, ce genre d'idée, celle qui se présente dans un moment de désespoir, celle qui prend le contrôle de nos pensées lorsque nous avons mal, celle qui nous convainc que notre souffrance doit se faire justice. Vous savez, ce genre d'idée, celle qui justifie nos échecs, confirme nos soupçons et nos craintes, celle qui, en activant les leviers de la justice et de la vengeance, et en nous poussant à jeter la pierre à notre tour, se joue de nous et nous trompe. Et entre nous, si vous étiez le réalisateur du film, comment auriez-vous justifié de la folie du Joker? Arthur. My name's Arthur. Oh, okay. Well, there's something special about you, Arthur, I could tell. Where are you from? I live right here in the city with my mother. Brisant les habitudes cinématographiques du personnage, le réalisateur n'introduit pas un méchant, mais un enfant dans un corps d'adulte. Vulnérable et naïf, rêveur et rempli d'espoir, il nous est présenté comme un marginal envers lequel la société est méprisante. Enraciné à une simple condition de mortel, il souffre de maux qui ne nous sont pas étrangers et vit sous l'emprise d'un quotidien aux airs familiers. À de nombreuses reprises, la narration ne manquera pas de nous rappeler à quel point, même si la tragédie de son existence est éloignée de la nôtre, il nous ressemble. L'image manichéenne, troublante et parfois terrifiante du Joker s'estompe. Elle laisse place à celle d'Arthur, un garçon sensible qui prend soin de sa mère, qui s'implique avec dévouement dans son travail, même quand c'est difficile, et qui fait de son mieux pour camoufler sa souffrance aux yeux du monde. Évoluant en silence et dans l'ombre de la vie des autres, il ne dispose que d'une maigre place pour exprimer ses aspirations profondes. Mais comme beaucoup d'entre nous, il a ce rêve, un idéal en arrière-plan qui, au milieu de ses tourments intérieurs, saupoudre un enthousiasme sincère. Telle une énergie subtile, laissant en son cœur l'espérance dont il a besoin pour continuer à tenir. I think I told you I'm pursuing a career in stand-up comedy. C'est dans cette troublante confusion entre naïveté enfantine et espoir infructueux qu'on découvre un homme fragile tentant en vain de trouver sa place dans l'indifférence générale. Rien de ce qui émane de lui ne semble à la hauteur. C'est en puisant dans son imagination qu'il trouvera le réconfort et le soutien qu'il ne trouve pas à l'extérieur. Comme un enfant fuyant le monde des adultes. Un monde étrange qu'il n'est pas sûr de comprendre. Jusqu'ici, Arthur est tout sauf un monstre. Les germes de l'agressivité, de la violence et de la haine semblent absents de lui. On ne discerne qu'innocence, crédulité et maladresse. Il nous apparaît comme un être inoffensif, attentionné et tendre. Et même ce rire, autrefois associé à une joie perverse, revêt ici une dimension tragique, n'étant plus l'expression d'un plaisir démoniaque, mais la conséquence d'une maladie chronique. En allant voir un film sur les origines du Joker, on aurait pu s'attendre à découvrir un homme avec du tempérament, n'est-ce pas? Pourtant, Arthur n'est jamais en position de force. La narration le maintient dans une posture dévalorisante, infantile, peut-être même castratrice. Don't you have to be funny to be a comedian? Pour comprendre la psyché du personnage, il est nécessaire d'ouvrir une porte en particulier,
celle qui mène à la relation complexe qu'il entretient avec sa mère, car elle occupe une place centrale dans sa vie. Au regard de la psychologie analytique jungienne, on pourrait dire qu'il cherche inconsciemment à préserver le cercle protecteur et nourricier procuré par l'image de la mère, comme si, sous couvert de s'occuper d'elle, il cherchait en vérité à se maintenir dans l'état du nourrisson, allégé de tout souci. Comme le disait Carl Jung dans Aion, si l'on dramatise cet état, comme le fait généralement l'inconscient, on voit sur la scène psychologique un homme vivant à rebours, cherchant son enfance et sa mère, et fuyant le monde méchant et froid qui ne veut absolument pas le comprendre. Il n'est pas rare de voir auprès d'un jeune fils une mère qui ne semble pas se soucier le moins du monde de laisser son fils devenir un homme, et qui n'a de cesse, tout en se sacrifiant, de ne rien négliger de tout ce qui pourrait l'empêcher de devenir adulte et de se marier. Ainsi se manifeste le complot secret entre la mère et le fils, et la façon dont l'un et l'autre s'induisent à tricher avec la vie. Arthur est émotionnellement dépendant de Penny. Il semble chercher chez elle la protection et l'amour qu'il n'a pas reçu d'autres sources. Et même si au fond de lui, il aimerait s'accomplir, son dynamisme et sa persévérance sont paralysés par l'idée que le bonheur peut être reçu dans le temps présent par la mère. Ainsi, tous deux s'exhortent de conquérir le monde, en allant au-devant de rencontres qui ne s'offrent pas, et font face impuissants à une réalité qui se montre dure, une réalité qui, pour être conquise, exige de la virilité masculine, son ardeur et son courage. Alors, pour se réaliser, Arthur devra laisser s'exprimer cette première infidélité et être capable de s'éloigner de sa mère, se blessant lui-même en abandonnant la première bien-aimée de son existence. Un abandon dont elle se sera préservée inconsciemment, en transmettant à son fils les vertus de la fidélité, de la loyauté et du dévouement. Sans même en avoir conscience, Arthur est pris au piège de l'emprise d'un complexe maternel qui annihile toute possibilité de croissance personnelle. En percevant sa mère comme une figure idéalisée, il projette sur elle une vision vertueuse et idyllique, en décalage avec le réel. Il alimente inconsciemment les braises sur lesquelles reposent nombre d'émotions et de pulsions, jusqu'ici refoulées. Voilà pour ce qui est de la famille, mais un être se constitue aussi grâce à son environnement. Alors, bienvenue à Gotham. Nous sommes le 19 octobre 1981, et il fait 10 degrés. Mais la fraîcheur, annonciatrice de l'hiver, ne suffit pas à estomper l'odeur nauséabonde. Aujourd'hui, c'est le 18e jour de la grève des éboueurs. Des montagnes d'ordures s'amoncellent à chaque recoin de la cité, désormais noyées sous 10 000 tonnes de poubelles. Même les avenues les plus nobles en sont recouvertes. Et alors que les trottoirs de la ville sont devenus le repère des détritus et des rats, une atmosphère de tension se diffuse dans l'esprit des habitants. L'ostentation des élites agace, les difficultés quotidiennes s'accumulent dans l'indifférence politique et une inflation sordide ronge la liberté du peuple. Chargée d'un air de révolte, d'une nécessité de lutte et d'une tension palpable, la ville baigne dans l'absurde, ne laissant à ses habitants qu'un choix à deux options. Accepter cette absurdité et l'absence de sens qui en résulte, ou bien se soulever et laisser les événements tisser la toile d'une rébellion légitime, annonçant la venue prochaine du chaos et de son messie. Une atmosphère qui semble rappeler ces paroles d'Albert Camus, l'absurde, né de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Avec sa corruption, sa violence et son indifférence assourdissante, Gotham agit comme un miroir grossissant sur les ombres intérieures de ses habitants.
La ville elle-même pourrait être vue comme le catalyseur de la noirceur collective. C'est un lieu de corruption, d'injustice et de désespoir, où les aspects les plus sombres de la nature humaine sont clairement exposés. Son atmosphère crasseuse agit comme un incubateur des pulsions refoulées et stimule la gestation malsaine d'une révolution. Un climat que l'on retrouve malheureusement parfois lorsque nos villes se confrontent à la dure réalité d'une crise sociale, écologique, politique, économique ou sanitaire. Vous savez, lorsque les ombres se lèvent et prennent possession des paroles et des actes. Pour échapper à cette désolation, Arthur se réfugie dans son imaginaire. Suivant le rythme de ses impulsions inconscientes, il laisse volontiers voyager son esprit à travers le champ des possibles pour y façonner une réalité fantasmée. Une double vie menée en arrière-plan, comme un rêve qu'on pourrait reprendre là où il en était. Et cette superposition de réalité laissera le spectateur confus dans l'exercice de discerner ce qui est vrai de ce qui est simplement imaginé, inventé ou désiré. Une confusion que le réalisateur entretient avec malice jusqu'aux derniers instants du film. Ces interludes imaginaires ont quelque chose de précieux pour comprendre la psyché du personnage. À travers ses fantasmes, ses aspirations et ses songes, elle nous offre une fenêtre sur les tréfonds de son esprit. Une observation indécente qu'on ne peut expérimenter qu'à travers l'impudeur d'une histoire habilement racontée. D'ailleurs, je me demande si l'ironie ne réside pas dans le fait que cette fenêtre ouverte sur la psyché d'Arthur s'ouvre en vérité dans les deux sens. Qu'elle s'exprime en réponse à la recherche de reconnaissance, au besoin de trouver une figure paternelle ou par la nécessité d'éprouver l'amour, chacune de ces séquences se dévoile comme une confidence, comme une communion avec cette voix intérieure que personne d'autre que nous ne peut entendre. Elle nous invite dans la chambre des secrets du héros pour y découvrir la moindre de ses projections. À travers ce niveau d'intimité, Todd Phillips ne se contente pas de raconter les origines mystérieuses du Joker, mais nous propose de participer à l'étude et à l'exploration sensitive de son esprit. Au-delà d'une œuvre de fiction, le film initie une expérience humaine, induisant l'entrée en empathie avec un profil de personne auquel le spectateur ne fait probablement jamais attention. Vous savez, ce genre de personnes que la société néglige, ces êtres sur lesquels nous portons parfois un regard jugeant, ces hommes et ces femmes qu'on rejette inconsciemment, faute de les comprendre. Et c'est ainsi que sous couvert d'explorer la vie cachée d'un méchant emblématique, nous sommes pris dans un jeu de miroir troublant entre la psyché du personnage et la nôtre. Un jeu de clair-obscur psychologique entre fiction et réalité intérieure, en faisant de nous les témoins de cette vie et de son intimité, en nous plongeant dans son atmosphère émotionnelle et sa sensorialité, et en invitant chaque silence comme une suggestion. Le réalisateur façonne un univers qui, avec le réel, se confond. Comme si la narration n'en était pas une, comme si le regard d'Arthur sur ce monde était aussi le nôtre, comme si une partie de nous avait fusionné avec le personnage, nous faisant oublier le fin voile de la fiction pour conduire irrémédiablement notre regard vers l'intérieur et induire cette sensation étrange qu'il y a peut-être un peu de nous en Arthur et un peu d'Arthur en nous. En regardant le film, nous avons signé un contrat implicite. Nous avons accepté d'être soumis à des images et à des scènes violentes, mais à une condition, qu'elles répondent à cette question. Comment peut-on devenir aussi fou que le Joker? Et surtout, qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à devenir comme lui? Cette curiosité est l'ingrédient principal de toute la matière émotionnelle délivrée par le film. Scène après scène, nous nous engageons inconsciemment dans une enquête dont le dessein sera de justifier la monstruosité du héros.
Ce biais de confirmation, implicite au visionnage, altère la lucidité du spectateur et introduit dès le début la possibilité d'une subversion de sa morale. D'ailleurs, la narration entretient volontiers cette prédisposition, en faisant de nous les témoins d'une série d'injustices, dont certaines seront à la limite de l'insupportable. Rappelez-vous, le vol de la pancarte au début du film et l'agression gratuite qui s'ensuit, les remontrances de la femme dans le bus, les accusations infondées de son supérieur, les doutes sur ses compétences, soulevés par sa mère, Don't you have to be funny to be a comedian? à quoi s'ajoute la maladresse de l'hôpital, qui entraîne les calomnies de son collègue au sujet de l'arme qu'il lui a pourtant donnée, et l'omniprésence d'un profond sentiment de mal-être et d'incompréhension. Le film nous introduit auprès d'une douleur émotionnelle de plus en plus pénible, à laquelle Arthur répond depuis sa posture de soumission habituelle, refoulant par la même occasion ses parts d'ombre et la nécessité, pour s'en libérer, de confronter souffrances et traumas, ce qui incite les spectateurs à attendre une rébellion. Et donc, c'est sous l'emprise de mécanismes inconscients liés à son passé ancien et récent qu'il entre dans le métro le soir de son licenciement. Dépassé par la complexité des relations humaines, il est d'ailleurs probable qu'il ne comprenne même pas les enjeux réels de l'interaction dont il est le témoin entre la jeune femme et les trois hommes. C'est pris dans la spirale infernale de ses émotions enfouies qu'il cède une énième fois à un rire compulsif inapproprié et attire maladroitement l'attention sur lui, occasionnant une nouvelle torture émotionnelle. Mais cette fois-ci, il ne restera pas dans la posture de victime. Si consciemment nous sommes d'accord pour identifier le caractère amoral de ce geste, inconsciemment nous l'acceptons. Peut-être même que quelque chose en nous l'a désiré. Et c'est là que la fusion entre l'esprit d'Arthur et celle du spectateur prend tout son sens. À ce stade, une partie de nous s'identifie tellement au personnage que nous serions presque prêts à répondre de ses actes. Après tout, il n'a fait que de se défendre. En plus de se moquer de lui, ces hommes l'ont agressé. Et ils ont été odieux et lâches envers une femme seule. Et si ce n'était pas aussi rationnel ? Comme l'écrit Carl Jung dans le chapitre à propos des ombres. Sur le plan profond, où les émotions ne sont qu'à peine ou même nullement contrôlées, on se comporte plus ou moins à la manière d'un primitif qui est non seulement la victime passive de ses affects, mais qui manifeste en outre une remarquable inaptitude au jugement moral. En d'autres termes, dans l'instant, les émotions altèrent autant notre raison que notre vertu. C'est ce que Daniel Goleman, l'auteur d'Intelligence émotionnelle, appelle le hijack. Tiré de l'anglais, il signifie détournement. Le hijack est une réponse automatique, exprimée sous l'impulsion d'une émotion intense. Induite par l'esprit émotionnel, aux dépens du rationnel, elle nous fait réagir de manière disproportionnée à un déclencheur spécifique, souvent basé sur des souvenirs ou des expériences antérieures. Mais le point clé pour le comprendre est la notion de court-circuit, suggérée par le terme détournement. Littéralement, les aires cérébrales liées à la raison et à la morale sont court-circuitées par la nécessité d'agir dans l'urgence. Et ce sont les aires émotionnelles qui prennent la décision à leur place, ce qui explique certaines paroles, comportements irrationnels, impulsifs, voire frénétiques, souvent regrettables. Alors, si cette séquence vous a émotionnellement touché, il est naturel que l'espace d'un instant, votre jugement ait été altéré. Et même si enrichi de ce point de vue, l'acte de tirer pour se défendre en situation de détresse reste justifiable et peut être expliqué raisonnablement sans bouleverser notre morale. Que dirons-nous pour expliquer ça ? Et vous ? Que feriez-vous après avoir cédé à une pulsion meurtrière ? Après la scène du métro, Arthur se réfugie dans un lieu sanctuaire. Et c'est à ce moment précis qu'une troublante métamorphose opère.
Dans une atmosphère éthérée où s'entrelacent ombre et lumière, il engage une danse, et d'un premier pas muet, un mouvement libéré s'élance. Depuis la mélodie silencieuse de son âme, s'exprime ce qu'il n'a jamais su regarder, l'expression de l'ombre, somme de pulsions et de désirs refoulés. Chaque geste est une rébellion contre l'absurdité de sa vie, une libération des règles et des lois dont il s'est affranchi. Cette danse peut être vue comme une manifestation de l'ombre, une ombre symbolisant les aspects refoulés de sa psyché, qui à défaut d'être reconnue, acceptée et intégrée, se terre dans son inconscient pour ne s'exprimer qu'à travers des attitudes régressives et autodestructrices. Par son caractère énigmatique, sa beauté et la profondeur de son message, cette expression spontanée et intuitive distille une troublante poésie. Le personnage attachant, fragile et inoffensif qui nous a été présenté est en train de fusionner avec le versant le plus obscur de son être. Et même si cette danse macabre semble évoquer l'émancipation d'un corps en souffrance, elle est en vérité plus proche d'une communion inconsciente avec le mal. Bien loin d'éclore à lui-même, Arthur s'éteint peu à peu au profit d'une entité maléfique. De l'étau de la douleur, il ne connaîtra pas l'évasion. Au contraire, il s'abandonne à son emprise et entre en sa possession. Séparé de son essence véritable, il s'ouvre aux forces obscures de l'ombre et concède son âme au diable. Et si le diable pouvait avoir le visage d'un ange? Alors méfiez-vous, parce que ce visage pourrait tout aussi bien être le vôtre. Le diable, d'un point de vue théologique, peut être vu comme la représentation symbolique des forces d'égarement, de dispersion et d'illusion présentes en chacun de nous. Il est cette voix intérieure qui nous sépare et nous éloigne de notre essence profonde, nous poussant à céder à l'asservissement de nos pulsions et de nos passions inconscientes. D'ailleurs, de par sa racine latine, diable signifie celui qui divise, celui qui désunit ou nous trompe. Il est le calomniateur et le maître des illusions. Au-delà d'être un personnage mythologique, c'est un symbole dont la puissance évocatrice ne manque pas de faire référence à cet archétype de l'ombre, qui en psychologie jungienne représente les aspects refoulés, inconscients et sombres de la psyché humaine. Il s'agit de tout ce que l'individu préfère ne pas reconnaître consciemment en lui-même. C'est cette ombre qui, à force d'être déniée et fuie, se met à nous posséder. D'ailleurs, comme le disait Simone Weil, l'acte mauvais est un transfert sur autrui de la dégradation qu'on porte en soi. Voilà pourquoi on y tend comme vers une libération. Et si nous sommes si facilement tentés de céder au diable, c'est parce qu'il excelle dans l'art de simuler cette libération. Alors pour se libérer de cette ombre et de son influence, une personne devrait nécessairement commencer par apprendre à la reconnaître et à en prendre conscience. Car tant qu'elle ne sera pas consciente, elle continuera d'opérer insidieusement en influençant nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actes. Depuis le début, Penny ne cesse de faire les louanges de Thomas Wayne, figure capitaliste influente et candidat au poste de maire de Gotham. Des louanges qu'Arthur ne comprend pleinement qu'en lisant une lettre écrite par sa mère à destination de l'homme d'affaires. Une lettre suggérant qu'Arthur serait le fils de Thomas Wayne, ce qui le poussera à se rendre chez lui pour tenter de le rencontrer. Mais faisant face à une porte close, il s'infiltrera dans une soirée de gala afin d'obtenir un échange avec le concerné. Échange duquel surgira la violence de la vérité. She's crazy. You think this is funny? Dad, it's me. Il a été adopté. Thomas Wayne n'est pas son père. Et sa pseudo-mère souffre d'une maladie mentale. Son discernement gravement affecté, elle a été internée à Arkham, l'hôpital psychiatrique de Gotham, alors qu'Arthur n'était qu'un enfant. Un enfant qu'on a retrouvé enchaîné à un radiateur, avec un traumatisme crânien, rué de coups par l'un des amants de Penny.
Ne pouvant faire confiance à cette révélation, il se rend à Arkham pour mettre la main sur le dossier de sa mère, où il confirme les dires de Wayne. Tiraillé entre tragédie, ironie et tourment, ce rire est la manifestation d'un véritable effondrement intérieur. Toute la vie d'Arthur est un mensonge. La représentation idyllique qu'il se fait de sa mère est annihilée. Et par la même occasion, le socle de son identité remis en question. Le monstre qui commençait seulement à s'emparer de son esprit pourrait désormais en devenir le maître. Depuis l'origine, Arthur fait face à un sentiment de mal-être profond qui résulte en grande partie de ses difficultés à cohabiter avec ses émotions. Son incapacité à reconnaître, à comprendre et à intégrer consciemment ses ressentis l'a poussé à les réprimer et à les fuir. Ainsi, il emmagasine un volume considérable d'émotions réprimées, comme de la peur, de la honte, du désespoir, de la frustration et de la colère, qui, à défaut d'être traitées, se manifestent sous la forme de projections, de pensées négatives, de comportements impulsifs, de conflits internes et de blocages relationnels. Et je ne sais pas si vous avez relevé, mais au sein du monde violent depuis lequel il évolue, sa mère et le cocon familial que constitue leur relation représentent à ses yeux le seul espace sécurisant depuis lequel ils se sentent à l'aise et en confiance. Étant affectivement dépendant de cette sécurité, il n'envisage jamais de devenir autonome. Même la relation naissante avec sa voisine, suggérant une évolution en ce sens, s'avère n'être qu'un fantasme. Arthur se complaît dans cette situation et n'aurait vu aucune raison valable de la réévaluer sans la douloureuse révélation du dossier d'Arkham et le petit coup de pouce donné par sa psy. How am I supposed to get my medication now? Who do I talk to? I'm sorry, Arthur. Et voilà, nous y sommes. Le diable se cachait bien derrière un détail. Et toute la suite du film repose sur ce détail. Un mécanisme qui nous concerne tous. C'est le moyen par lequel Arthur a façonné une grande illusion, capable à elle seule de contenir la majorité de ses refoulements et de maintenir sa vie dans une forme de continuité aussi sécurisante que fragile. Cette vision illusoire qu'il avait de sa mère était une projection, un processus inconscient par lequel un état psychique subjectif est transposé vers l'extérieur, en projetant sur celle qui le surnommait Happy, des qualités et des intentions idéalisées, issues en fait de son propre inconscient. Il s'est façonné l'illusion d'une maman et a laissé à cette image le pouvoir de porter toute son identité. C'est la fondation qui soutient le château de cartes de sa vie. Alors, lorsque ce mirage est soufflé par la trahison, la violence et le mensonge, il ne reste plus rien du cocon sécurisant qu'elle représentait à ses yeux. Et la couverture fantasmée, destinée à camoufler ses traumas passés et le rejet inconscient qu'il éprouvait pour Penny, s'effondre et dévoile une perspective invisible jusqu'alors. Soudainement, l'hostilité naissante d'Arthur envers le monde extérieur, qui constitue en soi une autre projection, est transférée sur Penny, et elle devient la cible de toutes les émotions réprimées qu'elle contient. Jusqu'ici, Arthur ne faisait que cohabiter avec l'esprit du mal, tel que semblait le confirmer cette phrase anecdotique, prononcée en direction de Thomas Wayne le soir de leur rencontre. Look at us. Plus le dénouement approche, plus Arthur semble s'effacer au profit de cet autre, comme s'il ne devenait qu'une personnalité secondaire d'un autre personnage, laissant de plus en plus de place à un nouveau visage. That's the real me. Si la danse semblait être l'éveil du Joker, l'assassinat de Penny, tel un rite de passage, sera le signe incontestable de son incarnation. Symboliquement affranchi de sa posture de nourrisson dépendant de sa maman, il devient une entité autonome, responsable de ses actes, et prêt à en découdre. Désormais,
Arthur et le Joker sont pieds et poings liés. Plus tôt dans le film, alors qu'il portait encore le masque du fils idéal au chevet de sa mère bien-aimée, Arthur est tombé sur une séquence inattendue du show de Murray. Ses talents d'humoriste sont remarqués et célébrés en direct. Le rêve semble enfin se réaliser. Mais un peu comme une réaction en chaîne, l'effondrement d'une illusion provoque souvent l'extinction d'une autre, au risque parfois de dévoiler des vérités douloureuses. You should have listened to your mother. Avant que la trahison n'élimine définitivement l'image maternelle, il fallait que son père imaginaire soit démantelé. L'ironie est que Murray désintègre lui-même l'icône qu'il représentait aux yeux de son admirateur. Comme dans une comédie tragique, c'est avec la dague du sarcasme qu'il porte à son cœur la blessure de l'humiliation. Meurtri, Arthur s'était encore réfugié dans les bras de maman, reportant sur elle le soutien fictif qu'il recevait de son idole et érigeant la fausse mère au statut de dernier repère affectif. La suite, vous la connaissez, mais parfois, le destin se joue de nous. Invité au show de Murray, pour des raisons que n'importe lequel d'entre nous suppose, Arthur trouve une opportunité inattendue de s'accomplir. Mais pour y arriver, il a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Joker. Il y a quelque chose d'initiatique dans l'ascension du Joker. S'il s'affranchit du respect des lois en abattant les 3 traders et se libère de la prison d'une enfance malsaine en tuant la mère, on pourrait aussi voir un geste symbolique derrière l'acte d'éradiquer un traître. La mort symbolique du traître, et j'insiste sur symbolique, est un moyen de restaurer l'intégrité de l'être trahi. Elle peut être vue comme une voie vers la cessation des souffrances causées par la trahison. C'est une opportunité de faire face à des dilemmes intérieurs, pour trouver les moyens de les résoudre et de réaffirmer notre loyauté envers des valeurs importantes. On pourrait presque distinguer une cohabitation éthique entre la bienveillance naturelle d'Arthur et les pulsions de mort du Joker, ce qui donne au personnage une posture d'anti-héros aux allures vertueuses. Et la mort de ce traître apparaît symboliquement comme un rituel de purification nécessaire qui réanime sa foi et sa confiance. Enrichi par la présence du Joker, Arthur a évolué pour devenir un être imprévisible. Désormais, l'enfant vulnérable et naïf n'est plus qu'un sous-ensemble d'une personnalité hautement complexe, aux intentions confuses pour ceux qui ne sont pas initiés au sens de son archétype dominant, à savoir l'archétype du clown. Le clown n'est pas un personnage anodin, bien au contraire. Knock, knock. Il joue un rôle particulier et complexe pour la psyché humaine, tant sur le plan individuel que collectif. Les mythes et les histoires centrées sur le clown offrent souvent un moyen pour un individu ou pour une société de traiter des sujets tabous, de se moquer de ses propres failles ou de se confronter à des vérités inconfortables. Par sa nature déroutante et souvent humoristique, il offre une opportunité de rire de soi-même, de prendre la vie moins au sérieux et d'accepter les imperfections de la nature humaine. Smile, though your heart is aching. Smile, even. Tel un révélateur malicieux, il met en évidence les contradictions, les non-sens et l'absurdité des conventions. All of you, the system that knows so much, you decide what's right or wrong. Avec habileté, il sait faire usage de la ruse, de la tromperie et de la confusion pour bousculer l'ordre établi et en révéler les moindres faiblesses. Que ce soit par la préméditation, l'opportunisme ou le simple accident, il trouve toujours le moyen de mettre en évidence ce que personne ne voulait vraiment voir. Inattendu et imprévisible,
il bouscule les croyances, les préjugés et les dogmes, en dénonçant les hypocrisies et les injustices. There and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild. You finished? Véritable agent du chaos, il excelle dans l'art de créer une atmosphère apocalyptique, moyen par lequel il dévoile au monde le tissu de mensonges, de déni et d'illusions qui le définit, dans l'espoir assumé d'initier une transformation, et au prix parfois de douloureuses surprises. The society that abandons him and treats him like trash. Call the police, I'll Gene. tell you what you Call get. the police. Get what you fucking deserve. Par sa présence déroutante, ses attitudes désinvoltes, il installe un climat glaçant, prenant à contre-pied toutes les attentes. Il s'immisce dans l'intimité du peuple pour distiller des observations pleines de bon sens et de réalisme, mais ô combien difficiles à confronter. Son intervention s'adresse à tous et à chacun simultanément. Elle n'oublie aucun détail de ce qui compte et dévoile la grande illusion. En tuant ce père fantasmé, il affirme son individualité et devient totalement autonome. En refusant d'être politisé, il a démontré son indifférence envers les règles établies, tant sur le plan individuel que collectif. Mais plus encore, en tuant un père de cette ville, il satisfait le désir inconscient des spectateurs de se libérer de l'autorité paternelle ou des normes et des attentes imposées par le patriarcat. C'est un acte clair de rébellion contre l'autorité et ses contraintes. Good night. And always remember, that's Au-delà de son esthétique pointue, cette scène, c'était une véritable expérience émotionnelle. Surtout si vous l'avez découverte en salle. Je sais pas si vous vous rappelez, elle avait introduit une atmosphère à la fois glaçante et cotonneuse qui préparait le public à un dénouement spectaculaire. playing my video, inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. En nous entraînant dans un jeu d'aller-retour pervers, entre bienveillance naïve, curiosité mal placée et pulsion destructrice, le réalisateur a bel et bien réussi à nous subvertir, en nous rendant témoins de toutes les absurdités de son existence et de la violence du monde à son encontre. Et en jouant avec nos affects pour troubler notre jugement, il a éveillé en nous les pulsions de mort d'un monstre sadico-comique. Ce qui explique pourquoi, à chaque scène violente, une partie du public désirait déjà une vengeance. De cette manière, il est parvenu à nous sortir de la posture de simples spectateurs. Il a fait de nous les co-auteurs des meurtres du Joker. Et l'espace d'un instant, en nous autorisant à jouir du chaos, il a réanimé nos parts d'ombre et a révélé en nous la possibilité de devenir à notre tour des aliénés et des fous. Quand je vous disais que le diable était dans les détails, Knock, knock. Killed those 3 Wall Street guys. The system that knows so much, you decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. I killed those guys because they were awful. Everybody is awful these days. They couldn't carry a tune to save their lives. Have you seen what it's like out there, Murray? Everybody just yells and screams at each other. Nobody's civil anymore. Nobody thinks what it's like to be the other guy. mais le film rend-il violent pour autant? Parce que ce sont les gros titres qu'on pouvait lire à sa sortie en 2019. Comme si les gens avaient besoin d'un film pour céder à la violence. Tout comme Gotham, le film est un catalyseur. Il ne déclenchera pas d'accès de violence chez une personne équilibrée. Un public sain vivra des émotions perturbantes, mais pas au point de céder soudainement à ses pulsions de mort. Par contre, il peut toucher une minorité de personnes déjà émotionnellement instables et agir comme un révélateur de problèmes déjà présents dans notre société. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que l'œuvre est intéressante. Car n'est-ce pas le dessein de l'art de nous inviter à une introspection ?
Alors, contrairement à ce que les médias véhiculent, ce n'est pas le film qui est en cause, mais notre perception de celui-ci au moment où il est diffusé. De ce point de vue, n'était-il pas plus intéressant de s'interroger sur ce qu'il dévoile de notre psyché individuelle et collective, et de tourner notre regard vers l'intérieur pour observer ce qui a été bousculé, tel que l'archétype du clown le suggère. Ainsi, plutôt que de condamner une œuvre pour ce qu'elle n'est pas, nous aurions pris le temps de comprendre en quoi son message est-il si évocateur pour nous. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, qu'il s'agisse d'Arthur ou de nous, les causes principales de la souffrance sont les mêmes, et une notion en particulier permet de comprendre en quoi. La dualité. Elle est le principe qui, en manipulant notre perception, nous pousse à percevoir le monde comme extérieur à nous-mêmes, ce qui entretient le mirage de la séparation. Elle est cette illusion qui nous empêche de sentir le lien d'interdépendance entre toutes choses. Concrètement, à la surface de notre vie mondaine, il y a des hommes libres et des exploités, des hommes dominants et des dominés, des maîtres et des serviteurs, des patrons et des employés, des parents et des enfants. Ce jeu d'opposition stimule un puissant nuancier de souffrance, trouvant chacune leur teinte dans 3 couleurs primaires, les 3 poisons qui corrompent l'esprit des hommes. L'ignorance, l'avidité et l'aversion. Ces 3 toxines mentales nous éloignent de l'essence profonde de nos existences, à mesure qu'elles nous maintiennent dans une lecture purement matérielle et charnelle du monde. Une lecture duelle. En alimentant notre quête de succès, de pouvoir et de puissance, cette grande illusion nous fait oublier la double polarité de la condition humaine, à la fois chair et esprit, à la fois terrestre et céleste, à la fois humaine et divine. Comme le décrit le théologien Jean-Yves Leloup, au niveau charnel, les distinctions subsistent et s'affrontent. Au niveau spirituel, ces distinctions et ces séparations n'existent plus. C'est le règne de l'un ou de l'unité. Alors, pour se libérer pleinement de la souffrance, il est nécessaire de plonger dans les tréfonds de notre esprit, afin d'en réaliser la nature fondamentalement non duelle, telles les profondeurs de l'océan, impassibles au tumulte des vagues. C'est un chemin d'éveil, et souvent incompris, parce qu'il implique de voir au-delà de nos conditionnements psychiques et matériels, pour accéder à une vérité plus profonde. Toute dualité est illusoire par nature. Comme le malin, elle nous divise, elle nous sépare de nous-mêmes et du monde. En entretenant cette ignorance fondamentale, elle rend inaccessible la sérénité et la paix qui émanent des tréfonds de l'esprit et nous prive de ce qu'il y a de plus précieux à la vie humaine, à savoir la possibilité d'accéder à un autre niveau de conscience et de réalité, dans lequel tout est interdépendance, vie et amour. Un niveau de conscience qui libérerait nos esprits de toutes les formes de souffrance et permettrait aux hommes de se mettre au service les uns des autres. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, le Joker de Todd Phillips n'était pas un film sur un dangereux tueur psychopathe, mais une histoire vouée à initier une expérience humaine. Son intention n'était pas de faire de nous des fanatiques ou de nous subvertir pour qu'on devienne des agents du chaos, mais bien de nous montrer que les racines du mal sont présentes par nature dans l'esprit humain, et de rappeler que l'absence de bienveillance, de tendresse et de respect, les uns envers les autres, ouvre la porte aux démons qui siègent en chacun d'entre nous. À l'instar d'Arthur, dont le corps déserté par l'amour laissera place au diable et à son œuvre. Ce film aux allures de documentaire rejette la vision manichéenne de notre société et montre du doigt notre tendance à nous juger les uns les autres sans même chercher à comprendre. Il rappelle à quel point il est essentiel d'apprendre à observer le mal en soi afin d'annihiler consciemment son pouvoir d'influence sur nous et sur nos frères. Mais pour ceux qui ont la capacité de le comprendre, il véhicule un message plus puissant encore. Sans amour, le monde peut sembler insupportable et sans issue. C'est pourquoi d'une manière ou d'une autre, consciemment ou non, nous sommes tous à la recherche de cet amour, que ce soit par des moyens détournés qui entretiennent une illusion sécurisante, que ce soit à travers la douleur d'une blessure ou de cicatrices passées,
ou que ce soit manifesté par la volonté de partager, de donner ou de recevoir. Quelque chose en nous cherche à s'unir, et cet appel intérieur dévoile l'autre pan de l'esprit humain. Telle une nature profonde, il n'a pas besoin de vous convaincre, de vous persuader ou de vous séduire. Intimement, vous savez qu'il vous guidera vers la vérité, l'harmonie et la paix, car c'est le versant céleste de votre humanité, ce qui en vous aspire à l'essentiel, ce qui en vous aspire à la plénitude, ce qui en vous aspire à l'amour. Et si vous preniez un instant, ne serait-ce que pour y songer, vous réaliseriez qu'une partie de vous sait déjà quelle question à la fin lui sera posée. Comment as-tu aimé ? En ce qui concerne Arthur, j'ai bien peur que le Joker ait déjà envahi son esprit. Mais il ne fait aucun doute qu'il poursuivra sa quête. Alors si c'est bien celle d'un fou en quête d'amour, je me demande ce que pourrait donner la folie à deux. I want to see the real you. Plonger à ce point dans l'univers d'un film est un excellent moyen de mettre des images sur des enseignements profonds. Malgré tout, certains peuvent encore vous sembler abstraits et d'autres paraître utiles, mais difficiles à mettre en pratique. Alors, dans l'intention de vous initier à plus de sérénité, d'apprendre à détendre votre mental, calmer votre esprit et gérer vos tensions intérieures, je vous suggère de vous envoyer 1 à 3 articles par semaine pour rendre concret ce qui n'a été ici qu'une démonstration audiovisuelle. Cliquez sur le premier lien dans la description pour recevoir le prochain mail. Je ne m'aventurerai pas à énoncer tout le bénéfice qu'apportera vos partages, vos likes et autres publications mettant en avant cette vidéo, et vous remercie de l'avoir honorée par votre écoute. Et si vous êtes encore là, c'est probablement en grande partie aussi grâce au pouvoir hypnotique de Safe, l'artiste qui a confectionné une grande partie de l'ambiance sonore de ce film. Son talent en matière de composition et sa sensibilité artistique ont guidé votre esprit jusque-là. Alors, si d'une manière ou d'une autre vous désirez bénéficier de sa signature sonore, vous trouverez ces informations dans la description. Maintenant, je vous invite à plonger dans une nouvelle analyse et à me retrouver dans un prochain épisode. Namasté.